Bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique et aujourd'hui nous allons parler de quoi? De l'Odyssée. Alors je ne pensais vraiment pas faire une vidéo dessus, mais après la séance on a pas mal discuté autour du film et du coup je fais un peu la vidéo à chaud comme ça sur les quelques sujets que je voulais partager. Ceux avec qui j'ai vu le film étaient un peu choqués de ne pas retrouver le Cousteau qu'ils connaissaient de l'époque et se sont interrogés sur la véracité des propos du film. Là, on a un sujet intéressant, c'est que les gens sont guidés plus par l'image qu'ils ont d'une chose plutôt que ce qu'est la chose en elle-même. Cousteau a créé sa propre image publique auquel les gens se sont attachés. Mais ce n'était qu'un aspect de son personnage, pas la vérité sur l'individu. Même si les gens se souviennent à l'époque de ce qu'il était, ce n'était qu'une perception, ce qu'il a laissé transparaître de lui au public. Un autre point intéressant, c'est qu'il menait sa vie, donc sa réalité en naviguant sur les mers, tout en créant des fictions, en fabriquant son vécu. En tant que spectateur, on n'a qu'une conclusion, un point de convergence entre réalité et fiction. Comment dire alors ce qu'est la vérité? Et c'est valable pour toutes les biopics, etc. qu'on voit au cinéma. Ou les distinctions qu'on fait entre livres, films, individus réels, témoignages, etc. La réalité est comme une fiction emboîtée dans une autre fiction, dans le sens que l'on s'invente un personnage au cours de sa vie, ou une image qui ensuite nous définit, mais qui ne dit pas qui l'on est véritablement. Quand on y pense, la réalité en elle-même est assez banale, assez basique. L'on expérimente tout ça au quotidien. Mais c'est l'histoire que l'on va créer autour, la fameuse hype, comme on dit de nos jours, qui interpelle. C'est-à-dire que dans une fiction, on focalise l'attention sur un côté émotionnel, dantesque, qui rend la réalité plus que simplement la réalité, comme un héros et un super héros. Il y a pas mal de gens qui sortent de certains films en disant « ouais, sans plus quoi, c'était banal ». Mais en fait, ils sont en train de définir plus la forme qui compose le sujet et non le noyau de celui-ci. Car ce noyau est probablement le même fond qui constitue un film épique et grandiose. Les gens s'attachent souvent plus à la forme qui leur permet ou non d'entrer dans un univers, plutôt que de commencer par le fond et d'ensuite d'y concevoir sa forme. Le film choisit de montrer les coulisses du personnage, ce qui n'était pas visible dans ses films. Ce n'est pas tellement lui sur quoi on se focalise, mais plus ce pourquoi il a lutté, le chemin pour parvenir à la trace qu'il a laissée derrière lui. C'est un beau parleur, quelqu'un qui séduit, qui sait faire rêver les gens, et les transporter avec lui dans son monde. Dans le film, sa vision des choses est constamment confrontée, voire testée par la réalité. À quel moment le voyage prend fin? À quel moment un homme s'arrête? Quels sont les obstacles qui lui font face? Quel sacrifice doit-il faire pour en arriver là? Souvent, quand on cherche à définir les choses ou les gens, on ne prend pas en compte l'évolution à travers le temps. Parce qu'on n'a pas la même image du personnage au début du film, à la fin du film et pendant le film. Le film néanmoins apporte plus d'interrogations que de réponses concernant ses choix ou sa manière d'être. Durant le film, j'ai eu cette impression que l'on avait une identification au personnage de Cousteau au début du film, puis que l'on s'en éloignait petit à petit en prenant parti pour ceux qui l'entouraient, et notamment de son fils. Grâce aux différentes interactions entre personnages, il y a ce changement de point de vue qui s'opère, nous permettant de le voir de l'extérieur. Au niveau du film, le spectateur est tout autant interrogatif à son égard que le sont les gens qui l'entourent. On a cette impression qu'on veut nous faire passer du père au fils, puis à la fin, un retour au père lorsque le fils disparaît. C'est un personnage assez froid qui nous est présenté, mais qui dissimule ses émotions au plus profond. Ce dernier acte nous permettant de mieux saisir le vrai Cousteau, sans ambiguïté. Tout au long du film, il y a quand même une certaine ambiguïté sur le personnage. C'est-à-dire que, est-ce qu'il utilise les gens pour parvenir à ses fins, ou n'est-ce qu'une coïncidence à chaque fois? Cousteau a ce pouvoir d'engloutir tout ce qui se trouve sur son passage, de consumer les gens en quelque sorte, tout en même temps à leur offrir une certaine fascination. On voit très bien le changement opéré notamment sur sa femme, qui est tellement enjouée et pleine de vie au tout début, et quand on la retrouve des années plus tard, elle est beaucoup plus monotone. Sa joie s'est transformée en cynisme, comme si elle avait été dépouillée de son étincelle. Elle ne fait plus partie du rêve de base qu'ils avaient initié ensemble. Et ça peut donner l'impression qu'elle n'a servi que de passerelle budgétaire pour son mari. Aussi avec son fils, on voit qu'il lui sert pour ses films, mais quand il part, il ne le retient pas du tout. Vers la fin du film, on voit que lorsque son entreprise est au bord du gouffre, il parvient à trouver une astuce afin de repartir pour une dernière aventure, avec le calypso de sa femme, qu'il n'utilisait plus depuis des années. Et c'est là aussi où il demande à son fils de venir, après tout ce qui s'est passé entre eux. On a ce voyage familial qui donne lieu à quelque chose de pas mal, mais on reste entre fiction et réalité, dans le sens que c'est le moyen qu'il a trouvé pour continuer de voyager.
Juste avant que ça se déroule, on a l'un des personnages qui lui dit un truc du genre « Tu t'es bien amusé pendant tout ce temps, mais il est peut-être temps d'arrêter. C'est en gros, tu as bien arrivé, mais maintenant il faut revenir à la réalité, ou plutôt redescendre sur Terre. » La mer étant un moyen détourné de faire son rêve passé, celui d'être aviateur. En restant dans le côté ambigu d'utiliser les gens, on a la même chose concernant son fils Philippe, qui sert surtout à faire renaître son père. Justement, quand ils sont dans ce dernier voyage, et en même temps le dernier film, on est au bout du monde dans un espace magnifique, paradisiaque presque. Et c'est là où Cousteau parle de ses erreurs. Le gars il se rend compte des choses, etc. Mais c'est cumulé aussi au moment où tout arrive à sa fin. Il prend conscience d'une limite qui a été atteinte, un point de non-retour. Quoi qu'il arrive pour lui, le rêve sera terminé après ce dernier film, dernière aventure. Et comme par miracle, c'est là où son fils lui redonne un élan, lui permettant de poursuivre son entreprise. Parce que si on y réfléchit concrètement, une fois que l'on a conquis un territoire, un royaume, et qu'on ne peut plus avancer, que reste-t-il? Soit l'autodestruction, ou tout simplement la prochaine étape de l'évolution, qui est de le protéger, de maintenir la paix. Quelque part, c'est presque logique d'en arriver là. C'est la rivière qui suit son cours. Alors évidemment, quand on en est là du film, on n'a pas l'impression que Cousteau manipule tout ça. C'est vraiment, ça lui arrive comme ça. Mais en même temps, ça lui permet de continuer. Et lorsque la mort de Philippe arrive, on a vraiment un Cousteau qui est à bout de force. Cette fois-ci, il ne peut plus faire comme avec son père et fuir la réalité. Il est obligé de s'y confronter. Il y a un très bel écho d'ailleurs qui se fait entre les deux décès. Et à ce moment-là, un deuxième miracle arrive, c'est son deuxième fils, pour lequel il ne semblait n'avoir que peu d'intérêt, qui entre en scène pour lui permettre à nouveau de s'élancer, de rebondir et poursuivre son œuvre. Alors son deuxième fils, Jean-Michel, a toujours été en retrait, comme on le voit au tout début du film, toujours en arrière de Philippe. Il est plus stable, rattaché au côté maternel plutôt. J'ai assez bien apprécié que Jean-Michel ait finalement accès à son père, et que ça ne pouvait se faire que dans un second temps, après que le voile relationnel avec Philippe se soit dissipé. On a cette idée que l'élan du premier fils soit rattrapé par le côté plus terre-à-terre du second. Pendant tout le film, chaque fois qu'il y a une faiblesse, Cousteau parvient à la surmonter, pour ne jamais cesser son aventure. Mais est-ce l'innocence des événements qui le conduisent jusque-là, ou est-ce qu'il utilise les événements à profit, par intérêt? On a un peu cette double lecture tout au long du film. On peut aussi voir que c'est un voyage à la recherche de lui-même, en tant qu'homme et père, constamment tiraillé entre ses émotions et sa passion. Tout ce qu'il délaisse pour avancer, il le récupère par la suite sous une forme ou une autre. Sa femme et le Calypso lui permettent d'entamer son dernier voyage. Au bout de celui-ci, c'est son fils qui vient nourrir et réorienter son aventure. Et lorsqu'il chute, c'est son deuxième fils qui, à son tour, vient compléter ce qui lui manquait. Comme la dernière clé, si vous voulez, qui donne accès au personnage à un niveau de conscience plus élevé, à l'image de ce qu'il laisse derrière lui comme message à l'humanité. Le premier fils représente plus un élan, une passion qui s'extériorise, là où le second est plus réaliste, plus intérieur au niveau émotionnel. À la fin de son voyage, parce que représentent ses deux fils, Cousteau comprend sa propre histoire, sa propre individualité, ce qui lui permet de rebondir, mais cette fois-ci pour quelque chose de vrai, qui n'est plus de l'ordre du personnel, mais de collectif. Il y a un véritable aboutissement pour son personnage. Alors quelque part, on fait tous un grand voyage au cours de la vie, confrontés à des événements assez similaires au final. Mais ce qui change, ce sont les raisons ou le sens qu'on leur attribue. Alors en ce qui concerne Philippe, il est vraiment très présent, peut-être même un peu trop. On ne sait pas si c'était vraiment voulu à la base ou si ça a été rajouté par la suite, notamment à cause de la montée de l'acteur. On suit son histoire en parallèle, et finalement le scénario est construit sur l'interaction entre les deux personnages. Mais comme je disais au début, ça permet d'adopter un point de vue extérieur sur Cousteau. Philippe suit les traces de son père, dans le sens qu'il le rejoint pour effectuer son dernier voyage, en délaissant sa femme, et que même après, il choisit de piloter, alors qu'il a lui-même une famille. On se souvient d'une phrase qu'un des amis de Cousteau lui a dit tout au début du film, c'était en gros qu'il possède tout, une belle maison, une famille, et est-ce que tout ça ne suffit pas? Dès son enfance, Philippe poursuit son père afin de se hisser à son niveau, être à ses côtés. Il y a vraiment un côté dramatique et interrogatif, à savoir est-ce que Philippe n'a jamais pu vivre sa propre vie ou a-t-il toujours été sous l'emprise de son père? La mise en scène de sa mort est vraiment évocatrice par rapport à ça. Mais il y a de très jolis moments qui sont comme une réussite pour Philippe, notamment les séquences où père et fils sont réunis sur scène pour faire passer leur message écologiste, ou encore quand ils volent dans l'avion et que son père le reconnaît en tant que pilote. Ça c'est vraiment quelque chose.
Un aboutissement par rapport au tout début du film, quand son père lui avait donné ses fameuses lunettes. À ce moment-là, il transmet à Philippe son rêve, qui parvient par la suite à le réaliser. Il lui donne quelque chose qui peut être considéré comme une bénédiction ou une condamnation, comme on le voit tout au long du film. Philippe reçoit quelque chose du père, et c'est comme un cordon ombilical dont il ne peut plus se défaire par la suite. Cousteau est un explorateur au sens propre du terme, et nous incite à rêver avec lui, comprenant au travers de son voyage qu'un rêve ne se conquiert pas, mais se protège. Souvent quand on est jeune, on a plein de rêves. On veut faire ci, on veut aller là, et un jour on sera ça, et on verra ça. Et quand on se confronte à la réalité, bien souvent on est déçu. Et au final, on laisse tomber. On se cherche des prétextes, et finalement, le rêve n'est jamais atteint. Ah, il y a aussi cette idée que pour lui, l'argent n'est qu'un outil qui lui permet d'atteindre son rêve. On entend bien trop souvent dans la réalité que les gens ne pensent qu'à ça. Ça, on l'a tous vu, on l'a tous entendu, qu'il n'y a plus que ça qui compte. Mais ça, c'est parce qu'il y a peu de gens qui sont aussi passionnés qu'ils l'étaient. Bien souvent, les gens se perdent en chemin. Ils perdent leurs objectifs, leurs buts, au profit de l'argent. D'ailleurs, lui-même le dit à un moment donné, il a eu l'impression d'avoir passé sa vie à chercher de l'argent. Il y a aussi cette ambiguïté à ce niveau-là. Ce n'est pas la réalité qui doit préformater les rêves, mais le rêve qui le formate. La réalité doit s'adapter au rêve, et non l'inverse, comme c'est bien trop souvent le cas. Au final, je ne saurais même pas dire si le film est bon ou pas. C'est plus ce qu'il véhicule, la dimension que l'on expose. On suit l'homme qu'est Cousteau, mais au-delà de ça, on dépeint une fresque héroïque, à l'image du titre du film. C'est un capitaine qui ne vire jamais de bord, et trouve constamment les ressources pour surmonter les obstacles. C'est un périple qui le conduit aux horizons les plus lointaines, aussi bien en mer qu'en lui-même, dont sa famille interagit et nourrit symboliquement les différents aspects du personnage. Au cours de son périple, il abandonne ses différentes parties, comme il refoule ses émotions, auxquelles il est finalement obligé de se confronter. Et c'est dans l'interaction avec ce qu'il a délaissé qu'il parvient à aller au-delà de ses propres limites. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, même s'il y a encore pas mal de choses à dire ou à réfléchir. Donc si vous avez envie de partager, n'hésitez pas. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt, et que la magie soit avec vous.